On a souvent évoqué les problèmes techniques et financiers à propos du Parc des Princes. Il a été question que l'affaire vint en justice. Puis les parties en présence s'étaient, semblait-il, résolues à un accord à l'amiable. Aujourd'hui, la démarche de M. Georges Sarr relance la question des responsabilités. Aussi avons-nous voulu faire une enquête. La voici par Dominique Torres. Des camps majestueux et techniques révolutionnaires n'ont pas suffi à dissiper les nuages qui, depuis le début, s'amoncellent autour du Parc des Princes. Aujourd'hui comme hier, les trois parties en présence, ici représentées par trois hommes, sont l'architecte, l'entrepreneur et la ville de Paris. Aujourd'hui comme hier, les mêmes interrogations. Construction défectueuse, pelouse à refaire, surveillance négligée et surtout, le prix. Le Parc des Princes a-t-il coûté très cher? Non, le Parc des Princes n'a pas coûté cher, c'est pas vrai. Le Parc des Princes est un stade bon marché, au contraire. Si vous rapportez le coût de la place à l'investissement, vous verrez que par rapport aux grands stades du monde, c'est un parc qui a coûté très bon marché. Bon, alors je reprends ma question. Le Parc des Princes devait coûter 32 millions à l'origine. Il a fini par coûter 94 millions, plus 8 millions de malfaçons. Donc, il a coûté quand même beaucoup plus cher que n'avait été prévu au départ. Exactement. Il a coûté environ 100 millions, arrondissant. Donc, je répète, qui est responsable? C'est pas cher à la place. Mais par contre, ce que vous dites est exact, c'est-à-dire que les calculs des services ou de maître d'œuvre au départ étaient des calculs sous-évalués, mal faits. Et parce qu'on a voulu démarrer vite, et on a fait des estimations au départ qui étaient en dessous du coût réel. Nous sommes en face d'un maître d'ouvrage très compétent qui est la ville de Paris et qui chaque année passe un grand nombre de marchés. Ils ont donc des contrôleurs, des vérificateurs et bien entendu si nous avions remis des prix abusifs par la suite, ils n'auraient absolument pas été acceptés. D'ailleurs, sur une affaire de cette importance, l'entreprise ne recherchait pas la rentabilité, ne cherchait pas à majorer la quantité de travaux. Elle cherchait à se créer une référence technique internationale exceptionnelle. Opération de prestige, certes, mais l'entrepreneur aurait-il obtenu le marché si, dès le départ, il avait donné le prix final, le vrai prix? Et à qui ont finalement profité tous ces calculs erronés, tous ces prix qu'il a bien fallu revoir par la suite, étape par étape? Et puis, si chacun maintenant minimise l'affaire, il n'en demeure pas moins qu'un beau jour de 1979, 7 poutrelles sont bel et bien tombées. Je crois qu'il faut démystifier tous les problèmes qui entourent cette opération depuis plus d'une dizaine d'années. Des problèmes qui, à mon avis, sont injustes puisque cet ouvrage a été, voilà, quelques années par le Time Magazine démontré comme un des ouvrages les plus intéressants de Paris et un des seuls monuments, avec le monument du Parti communiste, comme étant les deux ouvrages significatifs de Paris de ces vingtaines d'années passées. À la suite de cela, il y a eu beaucoup de choses dites sur le plan des travaux. Mais les travaux, cet ouvrage qui a été exécuté d'une façon exemplaire, puisqu'on en a porté d'autres exemples à l'extérieur de la France, je ne vois pas pourquoi on rentre dans des détails qui, en vérité, ne font que porter tort à l'ouvrage, et même sur le plan étranger. Règlement de compte politique pour certains, affaire trop vite classée, voire étouffée pour d'autres. Sur le fond, comme sur le stade, on se renvoie la balle. Une balle qui n'a jamais encore atterri sur les gradins où se trouvent ces Parisiens qui, sans trop comprendre, sont pourtant ceux qui ont finalement payé.